Bonjour, petite séance consacrée à l'étude du PGCD, autrement dit le plus grand commun diviseur. C'est quelque chose qui est relativement mal compris par les enfants, c'est quelque chose qui est relativement redouté par les instituteurs. En conséquence, on va essayer de mettre en place des choses pour le comprendre facilement. Allez go, c'est parti. D'abord, petite mise en situation. Comment peut-on étudier le PGCD? Oui, ça sert dans les fractions. Mais est-ce vraiment utile de l'introduire avec des fractions? Je n'en suis pas persuadée. Qu'on l'exploite par la suite avec des fractions, très bien. Ce que j'aimerais surtout ici, c'est qu'on puisse parler vraiment de l'utilité première du PGCD. Et pour ça, je propose la mise en situation suivante. Il y a toujours une fancifère à l'école, toujours une mise en vente de certaines choses et pourquoi pas mettre en vente des cadeaux de Pâques. Donc par exemple, il suffit d'avoir deux types d'éléments à vendre, on va comprendre pourquoi, ici des œufs en chocolat et des cochons en massepain. Et puis ces types d'éléments à vendre, ils sont un certain nombre, vous avez 72 œufs en chocolat et 48 cochons en massepain. Et le but du jeu ici, c'est de mettre ces œufs et ces cochons, avec un certain nombre d'entre eux, dans un sac et de vendre les sacs. Alors, bien sûr, on ne peut pas tirer au sort. Il ne peut pas y avoir des sacs où il y aurait 10 cochons et 2 œufs et des sacs où il y aurait 0 œufs et 3 cochons. Personne ne serait content alors. Il faut donc répartir équitablement les œufs et les cochons dans les sacs. Et puis alors, une fois qu'on a fait ça, combien de sacs peut-on créer pour les proposer à la vente? Et attention, on veut un maximum de profit, donc on veut un maximum de sacs. On peut réfléchir, 72 œufs en chocolat, 48 cochons en massepain, à répartir équitablement dans un certain nombre maximal de sacs. Allons-y. Et on va commencer par réfléchir. Si je n'ai qu'un seul sac, ça veut dire que ce sac contient l'intégralité des œufs et des cochons, donc 72 œufs, 48 cochons. Bon, c'est un gros sac et personne ne va acheter ça. Et surtout, moi, je ne ferai pas beaucoup de profit. On essaye alors avec 2 sacs. Qu'est-ce qui se passe? 2 sacs, vous devez répartir équitablement les 72 œufs. Ce qui veut dire que vous allez mettre 36 œufs dans un sac et 36 œufs dans l'autre. Pareil pour les cochons, qui au départ sont au nombre de 48, donc chaque sac va contenir 24 cochons. Bon, pourquoi pas? On peut aller plus loin puisqu'on doit tabler sur un maximum de sacs. Donc jusqu'où peut-on aller? Continuons. Si on a affaire à 3 sacs, les 72 œufs sont à répartir équitablement en 3 sacs, ce qui fait 24 œufs dans chacun des sacs. Pour les 48 cochons, c'est pareil, donc on a 16 cochons répartis équitablement dans chacun des 3 sacs. Et on continue, si on a 4 sacs, ça fait 72 divisé par 4, 18, et 48 divisé par 4, 12. Alors là, je viens de dire un mot intéressant, c'est diviser. Oui, parce que répartir équitablement, la traduction mathématique de ça, c'est diviser. Si j'ai 4 sacs, que je veux une répartition équitable, je divise les 72 œufs par 4 et je divise les 48 cochons par 4. Et bien sûr, ça veut dire que je ne peux pas aller vers 5 sacs, par exemple, parce que 72 n'est pas divisible par 5 et 48 n'est pas divisible par 5 non plus. Il faut donc que 72 et 48, c'est-à-dire mes deux nombres de départ, soient divisibles tous les deux par ce nombre de sacs. Oui, mais alors, ça va être beaucoup plus facile. Parce que ça veut dire que 1, 2, 3, 4 sacs, on a déjà vu ce que ça donnait. 5 sacs, on a vu que c'était pas possible parce que 5 n'est pas un diviseur de 72, n'est pas un diviseur de 48. 6, c'est possible parce que 6 divise 72 pour donner 12 et 6 divise 48 pour donner 8. On continue alors. 7, on l'oublie. 8 est un diviseur commun de 72 et 48 puisque ça va donner respectivement 9 et 6. 12 est un diviseur commun de 72 et 48, puisque ça va donner respectivement 6 et 4 comme réponse.
Et enfin, et pourquoi est-ce que je dis enfin? Parce qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin. 24 est un diviseur commun entre 72 et 48. Et les réponses vont être respectivement 3 et 2. 3 et 2, ce sont des nombres qui sont premiers entre eux. Eh bien, on oublie du coup. Ils ne peuvent plus être divisés et on doit s'arrêter là. Ce qui veut dire que non seulement j'ai la réponse à ma question, je vais fournir un maximum de sacs, c'est-à-dire ici 24 sacs, et chacun de ces 24 sacs contiendra 3 œufs et 2 cochons. Et j'aurais utilisé, j'ai 24 sacs avec 3 œufs, donc j'ai utilisé la totalité des 72 œufs. 24 sacs avec 2 cochons, j'ai utilisé la totalité des 48 cochons. Ce qui est important à remarquer, c'est que vous avez ici dans la première colonne tous les diviseurs communs à 72 et 48. Pourquoi? Parce qu'on a dû répartir équitablement. Donc, on a dû diviser les œufs pour les répartir dans un certain nombre de sacs, mais on a dû également diviser 48 parce que c'est le nombre de cochons qu'on doit également répartir dans un certain nombre de sacs. Et il faut que le nombre de sacs soit évidemment le même pour les œufs et les cochons. Il faut donc que les diviseurs ici soient communs. Donc nous avons ici avec 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24 tous les diviseurs communs à 72 et 48. Et qu'allons-nous sélectionner comme diviseur commun? Le plus grand, 24. D'où le terme de PGCD, plus grand commun diviseur. Ce sont tous les diviseurs communs et vous prenez le plus grand d'entre eux. Alors, il y a plusieurs optiques, plusieurs façons d'y arriver. À l'école primaire, en général, on se contente de lister les diviseurs des deux nombres de départ. Donc ici, par exemple, on va lister les diviseurs de 72 en commençant par 1, et puis alors vous allez chercher sa réponse. Ça va pouvoir permettre ici d'aller directement vers le centre et de ne pas louper un des diviseurs. Donc je m'explique, ici 72, il est divisible par 1 et la réponse c'est 72. Vous notez les deux extrêmes, 1 et 72. Et puis 72, il est divisible par 2 pour donner 36. Et vous allez comme ça aller vers le centre de vos deux accolades. Alors, bien sûr, il faut se rappeler des critères de divisibilité ici, mais ce n'est pas l'objet de cette capsule-ci. 72, il est divisible par 3 et ça donne 24. 72, il est divisible par 4 et ça donne 18. 72, il est divisible par 6 et ça donne 12. 72 est divisible par 8 et ça donne 9. Pam, 8 et 9, voisins. On ne sait pas aller plus loin forcément et on sait qu'on a tous les diviseurs. Et puis on répète l'opération pour le deuxième nombre, 48. 48 est divisible par 1, ça donne 48. Il est divisible par 2, ça donne 24. Il est divisible par 3, ça donne 16. Il est divisible par 4, ça donne 12. Et enfin, il est divisible par 6 et ça donne 8. Boum, on est arrivé ici à se rencontrer. Il y a bien un 7 au milieu, là entre 6 et 8, mais 48 n'est pas divisible par 7. Donc on a 6 et 8 et c'est fini. On a l'intégralité des diviseurs de 48. Puis quand vous avez listé tous les diviseurs du premier et du deuxième nombre, vous regardez tout simplement, vous soulignez ou vous mettez en couleur tous ceux qui sont communs. Donc 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24 sont communs. Et bien sûr, c'est le plus grand qui va sortir, le 24, qui va être le PGCD de 72 et 48. Plus tard, c'est-à-dire au niveau de l'école secondaire, peut-être déjà en 6e primaire, on va plutôt ordonner ça avec la technique des facteurs premiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On prend le premier nombre, 72, on le met dans la première des colonnes et on commence à le décomposer. Décomposer dans le sens diviseur du terme, décomposer donc en facteurs premiers.
Donc 72 est divisible par 2, 2 étant le premier nombre premier. Donc, et ça donne 36. On continue à diviser par 2 jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Donc 36 est divisible par 2, ça donne 18. 18 est divisible par 2 et ça donne 9. Bam, ce n'est plus possible de diviser par 2. Donc je passe au facteur premier suivant. Après 2, j'ai 3. Est-ce que 9 est divisible par 3? Eh bien oui, et ça donne 3. 3 qui est lui-même divisible par 3, ça donne 1. Et là, je m'arrête. Ça veut dire que 72 peut s'écrire comme 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Autrement dit, 2 au cube fois 3 au carré. Alors, on opère exactement de façon identique pour le deuxième nombre, 48. Donc, on prend le premier nombre premier, c'est-à-dire 2. Est-ce que 48 est divisible par 2? Eh bien oui, et ça donne 24. Lui-même est divisible par 2 et ça donne 12. Lui-même est divisible par 2 et ça donne 6. Lui-même est divisible par 2 et ça donne 3. Et là, on ne sait plus diviser par 2. On passe donc au nombre premier suivant qui est 3. 3 est divisible par 3 pour donner 1. À partir du moment où j'ai 1, c'est fini, je m'arrête. Ça veut dire que 48 s'écrit comme 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Autrement dit, 2 exposant 4 fois 3. Alors, pour avoir le PGCD, une fois qu'on a fait cette décomposition en facteurs premiers, il suffit de regarder dans chacune des deuxièmes colonnes et de prendre les diviseurs, donc les facteurs qui sont identiques dans une colonne et dans l'autre. Donc le 2, par exemple, vous l'avez des deux côtés, vous l'avez 3 fois dans la première décomposition, vous l'avez 4 fois dans la deuxième décomposition. Et ben, c'est le 3 fois qui va l'emporter, en fait. On va prendre donc ceux qui sont communs vraiment à ces secondes colonnes. Donc le quatrième 2, là, il n'apparaît que dans la décomposition de 48, donc on l'oublie. Et au niveau du facteur 3, il apparaît 2 fois dans la décomposition de 72, une seule fois dans la décomposition de 48, ce qui veut dire que c'est l'unique fois qui est commune à 72 et 48. Donc on va sélectionner tout ce qui est commun dans les décompositions, c'est-à-dire ici 2 fois 2 fois 2 fois 3. Autrement dit, 8 fois 3, 24. Vous avez donc le PGCD qui est égal à 24. C'est une façon de retrouver ce résultat-là. Alors, pourquoi utilise-t-on ça dans le secondaire et pas à l'école primaire? Parce qu'à l'école primaire, généralement, on se contente des petits nombres, des nombres à 2 chiffres pour la recherche du PGCD. Donc ça, c'est assez facile à déterminer les diviseurs au départ. Quand vous aurez des nombres à 4 chiffres, voire 5, ce sera beaucoup plus compliqué, évidemment, de trouver tous les diviseurs. Et c'est pour ça qu'on est obligé alors de recourir à la technique des facteurs premiers pour pouvoir y arriver. Attention cependant, les facteurs premiers, la technique des facteurs premiers, elle est bien gentille, mais elle a un gros défaut, c'est qu'on ne connaît pas forcément tous les facteurs premiers. Quand vous avez 539 par exemple, ouah! Alors, on sait qu'il n'est pas divisible par 2, on sait qu'il n'est pas divisible par 3, on sait qu'il n'est pas divisible par 4, mais 4 n'est pas premier, on sait qu'il n'est pas divisible par 5. Et on va essayer comme ça, et pour finir, on va finalement se poser des questions. Est-ce que 539 est divisible ou est-ce qu'il est nombre premier? Et parfois, c'est extrêmement difficile. Si vous avez des nombres gentils, cette technique-là opère très facilement. Si vous avez des nombres un petit peu moins sympas, cette technique-là, elle est moins sympa aussi. Et il faut recourir alors à une autre technique, en fait, qu'on ne voit nulle part. Voilà. Pourquoi, je n'en sais rien, parce qu'elle peut être très efficace. Et cette troisième technique s'appelle l'algorithme d'Euclide. Alors ici, spécifiquement pour 72 et 48, ça va aller très très rapidement. Sur quoi se base cet algorithme d'Euclide? Eh bien, sur la division euclidienne. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. La division euclidienne, c'est de partir du plus grand des deux nombres,
hein, entre 72 et 48, c'est 72. Et puis de dire quel est le résultat de la division de 72 par 48, en sachant qu'il va avoir un reste. Ben, tout simplement, c'est la division euclidienne. Hein. 72, vous pouvez le diviser par 48 pour obtenir 1. Donc 48 va une fois dans 72. Et que vous reste-t-il? 24. Hein, parce que 48 plus 24, ça donne bien 72. Ça, c'est la première étape de l'algorithme d'Euclide, division euclidienne donc. Et puis, bien sûr, comme nous avons affaire à un algorithme, on va répéter, itérer cette division euclidienne-là. Et là, le deuxième nombre, 48, va devenir le premier. Et le reste, 24, va devenir le deuxième nombre. Donc, vous mettez 48 égale un certain nombre de fois 24. Bah, en fait, c'est 2 fois 24. Et vous avez un reste égal à 0. Et là, dès que vous avez un reste égal à 0, l'algorithme d'Euclide, il est fini. Vous n'avez qu'à tout simplement regarder le dernier reste non nul de cet algorithme, c'est-à-dire ici 24. Et ce 24, ce sera le PGCD tout simplement. Donc là, c'est particulièrement puissant. Vous avez en 2 étapes, qui prennent quoi? Quelques secondes, le PGCD de 72 et 48, et c'est tout simplement 24. Est-ce que cet algorithme d'Euclide-là fonctionne toujours? Oui, mais uniquement si on vous demande le PGCD de 2 nombres. Si on passe à 3 nombres, c'est mort, il faut utiliser la technique des facteurs premiers. Justement, hein, je vais terminer par 3 petits exercices pour montrer comment ça fonctionne. Alors, je lis ici l'énoncé du premier exercice. La station de métro Bruxelles-Midi est distante de 1540 mètres de la station Palais-Royal et de 1568 mètres de la station Grand Place. Pour relier ces 3 stations, on veut utiliser un nombre entier de rails de longueur maximale. Quelle sera cette longueur? Donc manifestement dans l'énoncé, vous avez 2 nombres, 1540 et 1568. C'est le PGCD ici qu'on vous demande de calculer. Pourquoi? Parce que ces distances-là, vous allez les diviser. Et vous allez les diviser avec des rails de même longueur, et de même longueur pour la distance 1540, de même longueur pour la distance 1568, de même longueur entre elles. Donc là, vous voulez forcément des diviseurs communs à 1540 et 1568, et vous en voulez, alors ici, vous voulez que la longueur soit maximale, ce qui veut dire qu'on veut qu'il y ait un nombre minimal de rails. Mais qu'importe, il y a une notion de maximum. Donc là, on vous demande de déterminer le PGCD de 1540 et 1568. Si je faisais la technique de l'école primaire, lister tous les diviseurs de 1540, lister tous les diviseurs de 1568, ce serait déjà assez fastidieux. Si j'utilisais la technique des facteurs premiers, ça risquerait d'être fastidieux également. L'algorithme d'Euclide, ici, puisque nous n'avons que 2 nombres, va être particulièrement efficace. À nouveau, 2 étapes et c'est tout. Donc on part du plus grand nombre, 1568, on dit il est égal à combien de fois l'autre nombre, c'est-à-dire 1540. 1540, vous pouvez le mettre une fois dans 1568 et il va vous rester 28. Algorithme, le deuxième nombre devient le premier, donc 1540 passe devant le signe d'égalité, le reste devient le deuxième nombre. 1540, c'est combien de fois 28? Avec éventuellement un reste. Il se fait qu'il n'y a pas de reste ici, 28 va exactement 55 fois dans 1540. S'il n'y a pas de reste, ça veut dire que mon algorithme d'Euclide est déjà terminé, et je vais alors à l'étape antérieure pour pouvoir aller chercher le reste non nul, à savoir 28, et 28 sera mon PGCD. Voilà. Vous pouvez éventuellement le confirmer à travers la technique des facteurs premiers si vous le souhaitez. Mon PGCD ici, c'est 28, et qu'est-ce que c'est? Puisque c'est le plus grand, ça correspond à la longueur maximale de 28 mètres donc. Ça veut dire tout simplement
c'est la longueur ça, de mes rails, 28 mètres. J'en mets combien? Bah, pour le tronçon de 1540, puisque 1540 c'est 55 fois 28, ça veut dire que j'utilise 55 rails. Et pour celui de 1568, bah, j'en utilise un de plus forcément, puisque 1568 c'est 1540 plus 28. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas compliqué une fois qu'on a bien cerné qu'il fallait utiliser le PGCD. Deuxième exercice, je lis l'énoncé. On voudrait fabriquer des boîtes cubiques aussi grandes que possible, dont le côté est un nombre entier de centimètres et avec lesquels on pourrait remplir entièrement une caisse parallélépipédique de 4,2 mètres de long sur 3 mètres de large et 1,5 mètre de haut. Trouvez le côté des boîtes cubiques et le nombre de ces boîtes. Donc, on voit très bien de quoi il s'agit. On a un parallélépipède rectangle, on va le remplir avec des cubes et on voudrait que ces cubes soient le plus grand possible. Plus grand possible, ça veut dire forcément, vous allez ici diviser chacune des trois dimensions, les 4,2 mètres de long, les 3 mètres de large et les 1,5 mètres de haut avec vos cubes, puisque les cubes ont forcément des arêtes de longueur égale. Donc ça veut dire que vous allez diviser communément de même manière ces trois dimensions-là. Et en plus, vous voulez que ce diviseur soit le plus grand possible puisque on vous demande des boîtes cubiques aussi grandes que possible. Bon, comment allez-vous faire? Ici, malheureusement, vous avez trois nombres. Alors, vous voyez que j'ai converti les mètres, les dimensions qui étaient exprimées en mètres en décimètres. Ça me permet d'éviter les virgules. Donc, vous avez 4,2 mètres qui devient 42 décimètres. 3 mètres devient 30 décimètres. Et 1,5 mètre devient 15 décimètres. On vous demande donc de chercher le PGCD de 42, 30 et 15. Technique des facteurs premiers ici, ou bien alors vous faites même le listing, comme ce sont des petits nombres. En tout cas, l'algorithme d'Euclide, avec trois nombres, c'est fini, vous ne pouvez pas l'utiliser. Bon, je prends le premier nombre, 42. 42 est divisible par 2, ça donne 21. 21 est divisible par 3, ça donne 7. Et 7 est divisible par 7 et ça donne 1. Le deuxième nombre, 30. 30 est divisible par 2, ça donne 15. 15 est divisible par 3, ça donne 5. Et 5 est divisible par 5 et ça donne 1. Et enfin, 15. 15 est divisible par 3, ça donne 5. 5 est divisible par 5, ça donne 1. Mais regardez chaque fois les deuxième, quatrième et sixième colonnes. Vous devez prendre tout ce qui est commun. Donc le 2, par exemple, il est commun à 42 et 30, mais pas à 15. Je ne le prends pas. Le 3, ça tombe bien, là, il est commun à 42, 30 et 15. Donc, je le prends. Le 7, il n'apparaît que dans 42, je ne le prends pas. Et le 5, il est commun à 30 et 15, mais pas à 42, donc je ne le prends pas. Donc, finalement, je prends l'unique 3. Ce qui veut dire que mon PGCD, il est égal à 3. Ça, automatiquement, ça vous donne quoi? Ça vous donne tout simplement la longueur de l'arête. On parle ici de décimètres, Donc, la longueur de l'arête, ici, de votre cube. Donc, ça veut dire que c'est un cube qui a 3 décimètres ou 30 cm de longueur d'arête. Autrement dit, son volume vaut 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 27 décimètres cubes. Alors, combien pouvez-vous en mettre? Calculez le volume de la caisse. C'est un parallélépipède rectangle, donc longueur fois largeur fois hauteur. Toujours en décimètres, donc ça me donne 42 fois 30 fois 15. Le tout me donnant 18 900 en décimètres cubes. Donc il suffit évidemment de diviser 18 900 par 27 pour obtenir le nombre de cubes et on obtient la réponse de 700. Troisième et dernier exercice, je lis l'énoncé. On veut construire un escalier avec le moins de marches possible. Et telles que ces trois parties, respectivement de 3,36 m, 4,48 m et 5,28 m, comprennent chacune un nombre entier de marches égales. Quelle doit être la hauteur d'une marche et quel est le nombre de marches? Donc ici, à nouveau, regardez mon petit dessin, vous avez trois parties d'escalier, mais chacune va devoir être divisée, puisque vous allez mettre vos marches. Regardez le dessin, ça me paraît assez clair, vous allez ici diviser les différentes longueurs avec vos marches
Et bien sûr, on n'a pas envie que ce soit inesthétiquement, voire inconfortablement envisagé. Donc, on veut que ces marches soient égales et qu'elles soient à même distance les unes des autres. Bah, ça amène la notion de PGCD. On doit calculer le PGCD de 3,36, de 4,48 et de 5,28. Avec des nombres décimaux, ça va être compliqué, donc on réduit tout en centimètres. 3,36 m, ça devient 336 cm. 4,48 m, ça devient 448 cm. Et 5,28 m, ça devient 528 cm. Donc là, on nous demande de calculer le PGCD de 336, 448 et 528. Bah tiens, je vais le faire avec vous, hein, mais plus tard, stoppez la vidéo et essayez un petit peu de déterminer le PGCD de ces trois nombres-là. Alors, logiquement, si vous n'avez pas fait d'erreur, vous allez obtenir la réponse de 16. Alors, 16, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en centimètres. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est la hauteur de ma marche. Donc, c'est la différence entre deux marches ici d'escalier. Il y aura 16 cm à chaque fois. Vous voulez qu'il y ait une distance maximale. Pourquoi? Bah, tout simplement pour payer moins cher. Moins vous mettrez de marche et moins cher ce sera. Donc, vous avez intérêt à mettre une distance maximale entre chacune des marches. Donc, cette hauteur, elle doit être maximale et vous venez de la trouver, elle est de 16 cm. Alors, que faut-il faire maintenant pour répondre à la deuxième question? Quel est le nombre de marches? Vous avez 16 cm qui séparent chacune des marches. Pour votre première volée d'escalier, vous avez 336 cm à parcourir. Donc, vous divisez 336 par 16, ce qui donne 21. Pour la deuxième volée d'escalier, vous avez 448 que vous divisez par 16, ce qui donne 28 marches. Et pour la troisième volée d'escalier, vous avez 528 à diviser par 16, ce qui vous donne 33. Donc le nombre total de marches pour les trois volées d'escalier, ce sera 21 plus 28 plus 33 et ça vous donnera 82 marches. Si vous n'avez pas trouvé le 16, voilà la petite résolution. Donc 336, il est divisible par 2, ça donne 168, qui lui-même est divisible par 2, ça donne 84, qui lui-même est divisible par 2, ça donne 42, 42 divisé par 2, c'est 21, 21 divisé par 3, 7, 7 divisé par 7, 1. Pourquoi est-ce que j'utilise la technique des facteurs premiers ici? Parce que j'ai trois nombres, donc l'algorithme d'Euclide, il est à oublier. Alors mon deuxième nombre, c'est 448, lui, divisé par 2, ça fait 224, divisé par 2, 112, 112 divisé par 2, 56, 56 divisé par 2, 28, 28 divisé par 2, 14, 14 est divisible par 2 aussi, ça fait 7, et enfin 7 est divisible par 7 pour donner 1. Alors le troisième nombre, 528, il est divisible par 2 pour donner 264, 264 divisé par 2 fait 132, 132 divisé par 2, c'est 66, 66 divisé par 2, c'est 33. 33, il est divisible par 3 et puis par 11 pour donner un total de 1. Donc, regardez ici les facteurs qui sont communs. Vous avez le 2 qui est commun et qui apparaît 4 fois de manière commune. Alors oui, il apparaît plus pour le 448, mais on s'en fiche parce qu'il n'apparaît pas de cette façon-là pour les deux autres nombres. Donc, il apparaît 4 fois de manière commune. Le 3, il est commun à 336 et à 528, mais il n'apparaît pas dans 448, donc on oublie. Le 7, il est commun à 336 et 448, mais il n'apparaît pas dans 528, donc on oublie. Et le 11, il n'apparaît que dans 528, donc on oublie. Donc finalement, vous avez 2 fois 2 fois 2 fois 2 comme PGCD. Et puis ça fait évidemment 16 et vous avez la réponse que vous avez certainement déjà trouvée. Alors on fait un petit résumé. Le PGCD surtout, bien sûr, il y a 3 techniques pour le calculer en fonction des difficultés. Mais généralement, ce n'est pas ça qui pose souci. Ce qui pose souci, c'est comment reconnaître une situation de PGCD. Alors, j'énonce quand même les 3 techniques. Donc, si vous avez des petits nombres, vous pouvez faire le listing de tous les diviseurs.
souligner ceux qui sont communs et prendre celui qui est le plus grand parmi tous ceux qui sont soulignés. Si vous avez deux nombres, vous pouvez toujours utiliser l'algorithme d'Euclide, qui est assez puissant. Et si vous avez plus de deux nombres, là, alors, vous n'avez plus le choix et que ces nombres sont grands, vous n'avez plus le choix. C'est la technique des facteurs premiers qu'il va falloir utiliser. Maintenant, comme je vous ai dit, ce n'est pas les techniques en général qui posent souci. Ce qui pose souci, c'est quand vais-je repérer une situation de PGCD? Eh bien, ça va être des situations de partage. Vous avez une collection d'objets à partager, hein, les cochons et les œufs. Vous avez une distance à partager, vous avez un escalier, vous avez une boîte à partager. Il y a une notion de partage. En plus, partage égaux, c'est-à-dire que les parts sont égales ici. Hein. C'est une division qui va être sous-tendue par cette notion de parts égales. Et enfin, vous allez introduire automatiquement une notion de maximum quelque part, que ce soit vis-à-vis du nombre de sacs, de la longueur de votre rail, du volume de la boîte, de l'espace entre les marches. Ça peut être explicite comme ça peut être implicite. Donc regardez, je vous ai pris par exemple à nouveau le premier énoncé, en tout cas une partie de ce premier énoncé, en les répartissant équitablement. Rien que ça, répartissant, ça veut dire que je suis dans une situation de partage. Équitablement, les parts sont égales. Donc j'ai déjà 2 critères sur 3. Et puis alors, la question, enfin en tout cas ce qui va annoncer la question, tabler sur un maximum de sacs. Vous avez cette notion de maximum. Hop, vous avez les 3 mots-clés, c'est forcément le PGCD qui est sous-jacent à cet énoncé. Un autre énoncé, pour relier ces 3 stations, on veut utiliser un nombre entier de rails de longueur maximale. Déjà, la notion de maximum, c'est explicite. Maintenant, ce qui est plus implicite, c'est que je dois partager. Oui, pensez un petit peu à la situation physique. J'ai une distance de 1540 mètres ou de 1568 mètres et je dois parcourir ça avec un nombre de rails. Forcément, je dois diviser. Et en plus, on vous annonce un nombre entier, donc ça dit bien ce que ça veut dire. La division, elle doit être exacte, hein, vous ne devez pas avoir de reste. Donc, ok, j'ai une notion de partage ici. Et bien sûr que les parts sont égales. Vous n'allez pas mettre des rails de 2 mètres et des rails de 58 mètres. Hein. Vous imaginez comme ce serait pratique à tout point de vue, comme ce serait esthétique, enfin il n'y aurait rien qui irait. Donc ces rails, forcément, doivent être de même longueur, ce qui veut dire que les parts sont égales. Voilà, donc ça c'est une façon de reconnaître un énoncé qui va faire appel au PGCD. Vous devez avoir automatiquement, de manière explicite ou non, ces 3 contraintes-là. Si vous ne les avez pas, il n'y a pas de PGCD. Alors ce qui va surtout être difficile, c'est de différencier le PGCD du PPCM. Et pour ça, je vais faire une deuxième capsule, donc petit spoil, deuxième capsule concernant le PPCM. Alors je vous donne rendez-vous pour cette capsule future, et puis en attendant, je vous remercie beaucoup pour votre attention.